Merci beaucoup Frédéric. Donc, je suis David Robson qui vais animer donc, ce matin la conférence dédiée au data management. Donc, vous les aurez reconnus. Donc, par ordre de votre droite à votre gauche, donc Bertrand Blancpain de Arkea, Banque Entreprise Institutionnelle, Philippe Renaud, donc Société Générale, Global Banking and Investor Services, Guillaume Lesage donc de Amundi et Hyacinthe Palantoni de BNP Paribas Personal Finance. Alors pour commencer cette conférence, on va cette table ronde, pardon, donc situer un petit peu la table ronde dans le contexte actuel du data management et donc zoomer pendant 3 minutes sur comment on voit chez Investance l'évolution au cours de ces dernières années du data management. Pardon, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà, donc vous avez en introduction de cette table ronde donc, du data management défensif à un data management offensif. Donc nous, nous avons chez Investance créé le Lab Data en 2015. Tout ça faisant suite à une réflexion, on a commencé à structurer notre approche en data management à partir de l'année 2012, ce qui nous a permis d'observer l'évolution de cette fonction au sein des banquiers et des assureurs depuis donc maintenant, on va dire, 5 à 6 ans. Et 2017, selon nous, marque une sorte de virage. Vous vous souviendrez sans doute qu'il y a eu une grande vague de nominations de Chief Data Officer dans l'industrie, dont le sommet était en 2016. Ça a démarré vraiment fort à partir du deuxième semestre 2015. Le sommet, il y a toujours encore des nominations aujourd'hui, mais je dirais que la grande vague est maintenant plutôt derrière nous. Donc cette fonction, aujourd'hui, a, on va dire, 2 à 3 ans d'ancienneté dans la plupart de vos établissements et a été concomitante, bien sûr, de grands programmes réglementaires, donc BCBS 239 dans la banque, Solvency 2 dans l'assurance, qui ont été, bien entendu, donc des leviers pour développer un socle de data management. Alors, le socle de data management, c'était bien sûr la gouvernance, bon, la traçabilité, qui est une obligation réglementaire, je dirais une meilleure gestion des référentiels, la mise en place de contrôle sur les données et de gestion de la qualité des données. Et ce socle, tel que c'est indiqué, on va dire, dans les pyramides du bas, répond dans un premier temps, évidemment, beaucoup à des objectifs principalement de sécurité et de conformité de la donnée. Et puis on assiste, je dirais, sous différents leviers, avec d'autres leviers qui ne sont pas que réglementaires, qui sont évidemment technologiques, comme par exemple l'intelligence artificielle, au développement, je dirais, de nouvelles demandes vis-à-vis du data management. Alors, dans un deuxième temps, le data management se positionne en tant que service vis-à-vis, je dirais, des métiers au sein de la banque ou de la société d'assurance ou de l'entreprise de service aux investisseurs. Et puis de plus en plus, eh bien, on crée, je dirais, avec la donnée, des nouveaux produits. On cherche à valoriser la donnée. Et donc, on évolue. Et on a vu ce virage. Je pense que certains de nos participants aujourd'hui à la table ronde l'illustreront avec de nouvelles applications de la data vers, je dirais, plus de valeur ajoutée et de la création de valeur à partir de la donnée. Donc, c'est la deuxième partie. Et vraiment, on a depuis début 2018 une accélération de ce phénomène. Nous l'observons chez nos clients. Voilà, donc c'est dans ce contexte qu'on a pensé intéressant de vous proposer un échange entre des représentants de direction générale, puisqu'ils sont intéressés. Hein. On leur a demandé beaucoup d'argent, leur Chief Data Officer leur a demandé beaucoup d'argent en 2016, 2015, 2016, 2017 pour investir sur la data. Donc on a fait venir donc, 2 représentants de la direction générale qu'on a mis, je ne dirais pas en face, mais en dialogue avec des Chief Data Officers, puisque la création de valeur par la donnée est effectivement aujourd'hui plus que jamais un sujet central quand on parle de data management. Donc voilà le contexte dans lequel on a situé et pourquoi aujourd'hui on a envisagé cette table ronde comme un échange direction générale et Chief Data Officer. Alors cet échange se fera en 2 temps. On va parler dans un premier temps, bien entendu, je dirais, du data management défensif. Donc peut-être faire un petit point avec nos invités sur où ils en sont dans la mise en place du socle. Est-ce que le chantier est terminé ou est-ce qu'il est suffisamment avancé? Et puis dans un deuxième temps d'échange, on parlera bien sûr du data management offensif, donc des nouveaux usages de la data dans leur maison et bien entendu, je dirais, de ce qu'ils attendent pour 2019, ces messieurs de la direction générale, vis-à-vis de leur Chief Data Officer. Voilà, donc on va passer sur le premier temps d'échange pour parler maintenant du data management défensif.
Alors, avant cela, j'oubliais, chacun va se présenter. Excusez-moi, messieurs. Donc, chacun aura 3 minutes pour présenter effectivement sa maison et la situation du data management chez lui. Ensuite, nous ferons les 2 temps d'échange. Excusez-moi. On va commencer par Guillaume Lesage d'Amundi. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être parmi vous ce matin. Merci David de nous avoir invités à cette table ronde. Alors Amundi, donc c'est gestionnaire d'actifs, premier gestionnaire d'actifs européen, 9e au niveau mondial. Une société qui gère à peu près 1,5 trilliard, qui a fortement cru dans les dernières années par des fusions successives et notamment l'acquisition d'une société qui s'appelle Pionir, qui était un gestionnaire d'actifs italien avec une très grosse implantation notamment aux États-Unis et que nous venons d'intégrer sur l'année 2017-2018. L'acquisition s'est faite en juillet 2017. Alors le data management chez Amundi a été organisé déjà il y a plusieurs années pour avoir une vraie ligne métier globale qui est sur toutes les places et qui gère d'ailleurs du coup en 24/7 entre les 3 plaques horaires et qui traite l'ensemble des référentiels. Alors évidemment les instruments financiers, les données de marché, etc. Mais aussi les clients, les tiers, le KYC, mais aussi les référentiels de personnes. Et son rôle, c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne d'acquérir les données. Dans le domaine de l'asset management, on consomme énormément de données de marché, des Bloomberg, Fitch, FTSE, etc. De les intégrer, de les mettre en cohérence, d'améliorer la qualité, donc de les enrichir, et ensuite de les diffuser sur l'ensemble des systèmes, à la fois pour nos propres usages et pour les usages de nos clients. Merci Guillaume. Donc on va maintenant demander à Bertrand Blancpain le même exercice. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. J'ai en charge au sein du groupe Arkea le pôle entreprises et institutionnelles, donc vraiment la banque commerciale dédiée aux entreprises et institutionnelles. Institutionnelles au sens très large, puisque ce sont des collectivités territoriales avec leurs satellites, les SEM, le logement social. On est très sur l'activité immobilière aussi, la promotion immobilière, les foncières. On fait de l'infrastructure. Pratiquement tous les projets de très haut débit en France sont financés par Arkea. Et puis une activité classique d'entreprise. Alors je dis un des 4 métiers d'Arkea, parce qu'Arkea c'est assez vaste. La banque de détail assez classique au travers de fédérations de crédits mutuels. Ça peut être aussi au travers de Fortuneo. Un métier qu'on ne retrouve pas forcément intégré au niveau des banques, le métier d'assureur. Avec l'asset management, avec les liens avec Amundi aussi. Et puis une vraie particularité du groupe, c'est le B2B, c'est-à-dire que nous avons pris la décision de mettre à disposition nos usines auprès de partenaires, de confrères, de concurrents. Et pour simplement citer, nous gérons 100% des flux d'Amazon en France, nous gérons la collecte de Renault, de Peugeot, nous faisons la conservation de titres pour Allianz, etc. Donc c'est vraiment une spécificité. Alors Arkea, à l'origine, c'est quand même, et c'est dit comme ça au sein du groupe, nous sommes un groupe entre guillemets techno. Historiquement, ce groupe a été géré par plutôt des ingénieurs qui avaient une appétence au niveau du système d'information. Et donc le groupe s'est constitué au travers de ça et a été, on va dire, assez précurseur sur pas mal de sujets. Le big data était quelque chose qui a été mis en avant de façon très importante au niveau du groupe il y a vraiment déjà 7-8 ans. Vraiment, on a été assez précurseur là-dessus. Et donc, le groupe travaille beaucoup sur la partie Data Lab, puisque nous avons, mais j'y reviendrai tout à l'heure, 25 personnes qui ne font que ça, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, le machine learning, parce que, vous le savez, on a pris une décision stratégique, c'est de faire en sorte que les fintechs, nous, on essaye de les accompagner. On ne va pas contre les fintechs. Vous le savez, nous sommes le premier investisseur dans les fintechs en 2017. Il y en a quelques-unes ici que j'ai vues et qu'on a le plaisir d'accompagner. En fait, on a beaucoup à apprendre des fintechs, des assurtechs, des regtechs. Et donc, on a plutôt fait ce choix de regarder avec eux. Et elles nous font progresser sur la data. Et puis, on leur apporte aussi notre expérience, on va dire, entre guillemets, historique de banquier traditionnel. Merci beaucoup. Donc Philippe Renaud va parler de sa maison et du data management. Bonjour à tous, donc merci David de nous avoir invités.
Donc le groupe Société Générale, c'est 3 grands piliers financiers. Il y a d'abord la banque de détail en France et à l'étranger, un pôle de services de financiers spécialisés et un pôle de banque de financement et d'investissement et de services aux grands comptes entreprises. Donc sur cette partie où je suis Chief Data Officer, l'aventure a commencé en 2016 avec BCBS 239 et donc on a eu une approche plutôt fédérale, à savoir partir d'une équipe un peu centrale en mode service pour accompagner la transformation réglementaire et la construction des fondations du data management. Et au cours des 2 dernières années, on a eu une montée en puissance de la filière data management dans l'ensemble des métiers de la BFI et des services associés, à la fois en France et à l'étranger, avec la nomination donc, de Chief Data Officer au plus près des métiers et de Data Office au plus près des métiers, donc avec une montée en puissance progressive, et on l'évoquera dans les 2 sections qui viennent. Merci Philippe. Donc Hyacinthe Paul-Anthony pour BNP Paribas Personal Finance. Bonjour à tous, donc merci également David pour l'invitation et l'opportunité d'échanger avec tout le monde. Donc, au sein de BNP Paribas, donc Personal Finance, c'est la filiale de Crédit Consommation, donc détenue à 100% par le groupe. Donc, nous sommes leaders en France et en Europe. En complément de services de crédit consommation auprès de particuliers, nous intervenons également au niveau du monde de l'automobile, ou auprès soit des constructeurs ou auprès effectivement de distributeurs. Et nous accompagnons également quelques institutionnels sur le développement de produits liés effectivement à accompagner leurs propres clients. En termes d'organisation, donc nous sommes malgré tout une filiale de BNP Paribas, mais qui est assez vaste. Donc nous sommes présents dans 30 pays et structurés depuis peu en 13 régions, avec également beaucoup de diversité, puisque on a effectivement un socle historique qui est essentiellement basé en Europe, mais également des acquisitions successives qui se sont déroulées et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir effectivement cette implantation. En termes de chiffres clés, donc en tête, nous sommes 20 000 collaborateurs, nous gérons plus de 27 millions de clients à travers le monde. Nous gérons aujourd'hui un portefeuille de crédit d'environ 91 milliards d'euros, donc à fin d'année 2017, et nous avons donc un PNB d'environ 5 milliards d'euros, un résultat de 1,5 million. En termes de data management, donc à l'instar de ce qu'a fait la Société Générale, c'est essentiellement donc BCBS 139 qui a été le déclencheur. Alors bien évidemment, la donnée a été gérée et utilisée bien avant au sein de notre organisation, puisque effectivement le crédit consommation brasse beaucoup d'informations. On fait également beaucoup d'approches marketing directes, indirectes, etc. Mais c'est vraiment le BCBS 139 qui donne, je dirais, la clé de sol, qui permet de structurer notre approche et effectivement de mettre en place différentes briques qui vont répondre à l'augmentation, donc ça c'est le cas depuis maintenant cette année, et qui vont nous permettre à partir de l'année prochaine effectivement d'aller un petit peu plus loin pour faire bénéficier, je dirais, l'ensemble de ce qu'on a pu faire au niveau des lignes métiers et de l'organisation dans son entier. De par la diversité, effectivement, on a été obligé d'adapter un canevas spécifique qui réponde à tel ou tel enjeu en termes géographiques, de taille et d'organisation. Et ce qui était clé, quelque part, c'était de normer les choses au maximum pour ensuite, effectivement, les déployer de manière un petit peu sur mesure au niveau de nos entités. Et ce qui a été vraiment un élément clé de notre organisation, c'est de définir des rôles particuliers qu'on a disséminés sur l'ensemble effectivement de nos territoires et de nos régions, et qui nous permettent effectivement d'avoir un maillage suffisamment aujourd'hui efficace, en tout cas je le pense, pour administrer l'information et puis effectivement aller au-delà pour servir des besoins de valeur ajoutée au niveau de nos métiers. Merci beaucoup messieurs. Comme vous pouvez le voir, donc, nous avons pris le parti d'inviter des représentants de métiers différents. Bien sûr, le data management est en soi un métier, donc il y a, je dirais, des outils, des méthodologies, des approches transverses qui peuvent être appliquées dans tous les différents métiers de l'industrie financière. Bon, néanmoins, quand j'ai préparé avec mes 4 invités, on voit rapidement qu'il y a des nuances, qu'il y a des différences également entre vous, messieurs, dans l'approche du data management. Bon, j'espère que dans les propos qui vont suivre, on pourra le partager également avec vous, puisque bien entendu, les métiers et l'activité que l'on fait est également un driver important qui modèle, je dirais, le fonctionnement du data management dans chaque organisation spécifique.
Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on va aborder maintenant le premier temps de notre échange consacré au data management défensif. Et nous avons donc 3 questions qui sont là, qu'on va laisser pendant le temps de l'échange pour nos interlocuteurs. Alors vous avez aussi la question qui s'affiche à droite pour ceux qui souhaitent participer à notre petit sondage. Alors première question, l'investissement a été important. Et donc peut-être certains d'entre vous, je pense par exemple à Guillaume Lesage, pouvez-vous nous témoigner un petit peu de l'importance de l'investissement data management dans votre maison, chez Amundi? Effectivement, la donnée, c'est clé dans l'asset management. C'est d'abord clé qualitativement. Alors pour notre utilisation, hein, les gérants de portefeuille ont besoin de données financières extrêmement précises et qualité pour pricer. Nos clients réclament des données de marché. Un client institutionnel va dire « Moi, je veux absolument que les ratings soient faits par telle société. Dans les reportings, je veux voir figurer la moyenne des ratings de telle et telle et telle. » Et puis, c'est aussi important pour un métier qu'Amundi a décidé de lancer il y a plusieurs années, qui s'appelle Amundi Service. En fait, on vend, c'est un peu similaire à ce que vous faites chez Arkea. Et d'ailleurs, Arkea nous fait l'amabilité d'être client d'Amundi. On vend nos systèmes ou systèmes plus opérations à d'autres sociétés. Et la donnée est clé, évidemment, pour la qualité de système d'information. Donc, je dirais qualitativement, évidemment, au centre. Quantitativement, quelques chiffres. Gestion des référentiels, c'est 80 personnes au niveau d'Amundi, donc une ligne métier mondiale. En termes d'investissement, c'est le 3e poste d'investissement informatique. Le premier, c'est les risques, le 2e, c'est du business, et le 3e, c'est la gestion des data. Et puis les données de marché qu'on achète auprès de ses fournisseurs, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça représente, quand je compare avec d'autres coûts de run, c'est 80% du coût de run de l'informatique. Donc évidemment des chiffres très significatifs. Merci Guillaume. Hyacinthe, chez BNP Paribas, est-ce qu'on a des chiffres comparables ou des enjeux comparables en termes de coûts d'investissement ou de run? Alors, effectivement, depuis 2015, notamment sur l'accompagnement des projets réglementaires, que ce soit donc la partie B16 139 ou le GRPD, nous avons investi énormément. Alors que ce soit au niveau du groupe, mais également au niveau de ma filiale. Sur la filiale, effectivement, on a des directives qui font qu'aujourd'hui, on doit engager sur encore une année environ 10 à 12% nos capacités d'investissement sur du projet lié à ces sujets de data management. C'est le cas maintenant depuis 2015, et puis on a encore une année 2019 et 2020, je pense, qui sera aussi intense en termes d'investissement. Ce qu'on peut comparer, et c'était un petit peu la mauvaise surprise, c'est qu'on a créé une nouvelle activité. C'est qu'au-delà de l'investissement, maintenant il faut faire vivre ce qui a été construit pour pérenniser ces investissements. Et en termes de run, on a des chiffres qui sont extrêmement conséquents, puisque au sein de Personal Finance, c'est environ 600 personnes qui sont amenées à jouer un rôle pérenne au niveau effectivement de la gestion de données. Et encore, je ne tiens pas compte effectivement des sujets d'analytics qui seront effectivement dans la loupe l'année prochaine. Donc en termes de métriques, pour donner un chiffre, donc, quand j'ai dit ça à mon directeur général, il a un petit peu tiqué, l'année prochaine, c'est environ 38 000 jours hommes, de run sur la gestion des données au titre effectivement des sujets réglementaires, mais pour lesquels on a également des bénéfices attendus vis-à-vis de nos métiers. Voilà, donc on a 2 illustrations de l'ampleur à la fois de l'investissement et du run en matière de data management. En tant que cabinet, à notre connaissance, on ne connaît pas encore exactement de benchmark, notamment sur le run, sur ces sujets. C'est peut-être un champ d'investigation pour qu'on puisse, évidemment, avec la maturation de la fonction data management, faire, je dirais, avoir des repères et donner à l'ensemble des professionnels et de leur direction générale des repères sur ce sujet. Mais en tout cas, on souhaitait ouvrir le débat par ce point-là pour vous donner un petit peu, je dirais, l'ampleur du sujet qui se compare maintenant, je dirais, assez facilement à d'autres fonctions, comme les risques ou le contrôle interne. Alors évidemment, les directions générales vont dire que ça coûte extrêmement cher, mais c'est important peut-être effectivement d'avoir à l'esprit de bien, comment dirais-je, suivre de façon maintenant spécifique ce que peut représenter le data management dans chacun de nos entreprises. Alors la deuxième question a trait à un enjeu qui était très fort. Vous vous souviendrez peut-être que quand les data managers ont pris leurs fonctions
Donc dans ces années 2015, 2016, parfois 2017, on disait souvent le Chief Data Officer doit être l'évangélisateur de la data au sein de sa maison, l'évangélisateur du sujet data. Bon, ça veut dire évidemment que le sujet data, il n'est pas complètement seulement entre ses mains, il est aussi entre les mains des métiers, et effectivement l'implication des métiers vis-à-vis de la data et je dirais le changement de paradigme que peuvent avoir les métiers vis-à-vis de la data était un enjeu important dans la mise en place des fonctions de Chief Data Officer. Alors il est peut-être temps aujourd'hui de faire un petit arrêt là-dessus et de demander à nos invités si effectivement aujourd'hui il y a eu une évolution dans leur maison sur ce sujet. Est-ce qu'ils pensent que les métiers s'impliquent suffisamment, de façon suffisamment efficace par rapport donc à l'enjeu data et au data management? Alors peut-être Monsieur Blancpain, voulez-vous commencer? Oui, alors la question c'est est-ce qu'on juge efficace l'implication? Je vais faire une réponse assez directe. Non. Efficace, non. Par contre, je vais vraiment nuancer. D'abord en banque, la donnée, c'est quelque chose qu'on a collecté depuis très longtemps. Hein. On utilise la donnée depuis Mathusalem. Mais c'est vrai qu'on avait cette donnée, on ne savait pas bien l'exploiter. Moi, quand je suis arrivé en banque en venant d'autres sociétés d'assurance notamment, j'étais un peu surpris le fait qu'on avait une mine d'or et qu'on ne l'utilisait pas. Alors c'était il y a longtemps, puisqu'il y a à peu près un peu plus de 30 ans. Le KYC, l'aspect réglementaire, nous a, entre guillemets, obligés à aller chercher de la donnée, à la rentrer, à montrer qu'on était conforme. Et ça, je veux dire, au niveau des commerciaux, notamment, puisque souvent on demande aux commerciaux de collecter la donnée, ça a été vécu comme une tâche, je veux dire, entre guillemets, sans valeur ajoutée par eux, une tâche administrative, même si derrière, on a essayé d'impulser que pour préparer un rendez-vous, il faut vraiment, je veux dire, regarder quels sont les éléments sur le client pour justement pouvoir le questionner, l'accompagner dans ses projets, etc. Avec l'évolution de la big data et les différents outils que nous avons, on s'aperçoit que les métiers commencent à y prendre goût. Hein, c'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, j'ai de la donnée, si je commence à enrichir tel et tel élément, avec l'intelligence artificielle, ils commencent à voir ce qu'on pourrait faire. Notamment, par exemple, on parlait de scores de comportement, avec des scores beaucoup plus puissants que ce qu'on peut avoir avec des régressions linéaires comme actuellement, etc. Le machine learning peut nous donner des choses en termes d'activité commerciale, en termes de ciblage commercial. Donc là, on sent vraiment une empathie relativement forte des métiers sur la gestion de la donnée et on commence à voir que justement les métiers s'approprient la donnée et commencent à avoir énormément d'appétence. Et là, on fera peut-être le point avec le budget, c'est que quand on fait la liste de courses qui nous demandent et qui demandent au niveau de l'IT, on s'aperçoit que nos plans informatiques ne tiennent pas la charge. Merci. Peut-être on va demander au voisin de M. Blancpain, à Philippe, de nous dire ce qu'il en est à la Société Générale, GBIS. Alors, est-ce que la gouvernance des données et le data management est efficace? Je dirais. L'implication des métiers, bien sûr. Et l'implication des métiers, je dirais oui. Sur les aspects réglementaires, on a eu donc une montée progressive, notamment au sujet donc, de BCBS 239 et ensuite du RGPD, de l'ensemble des métiers qui ont nommé des interlocuteurs seniors avec des profils qui étaient d'ailleurs plus des profils voilà, fonction support interne au métier, des profils connaissant bien les systèmes d'information, connaissant également les aspects réglementaires, ayant déjà travaillé sur des aspects réglementaires d'autres réglementations financières ou bancaires. Donc, en revanche, aujourd'hui, on commence à voir un shift sur certaines lignes métiers et qui est vraiment nécessaire, c'est d'aller plus sur ces aspects métiers. Donc, on commence à avoir des interlocuteurs plus du côté profil commercial, trading, ingénieur financier, pour justement commencer à réfléchir à l'exploitation de la donnée sous un angle métier. Mais c'est très récent, c'est vraiment depuis, je dirais, le milieu de cette année. Mais on voit là une nouvelle vague qui arrive, voilà, une deuxième étape qui s'ouvre dans l'implication des métiers. Hyacinthe ? Alors, comme vous le disiez, effectivement, le mot évangélisme, c'est un euphémisme. C'est tous les jours un long chemin pavé d'embûches. Alors, en termes d'efficacité, je ne dis pas qu'aujourd'hui on est pleinement efficace, voilà, parce qu'on vient à peine de terminer au milieu d'année la plupart des projets qui sont très prometteurs. Et on a, grâce effectivement à certaines réalisations clés, commencé à
à faire croire en fait à nos métiers qu'ils pouvaient tirer des choses positives. Notamment, la chance que nous avons chez Personal Finance, c'est que nous avons, comme je disais tout à l'heure, 30 entités qui servent un petit peu de micro-laboratoire chacune. Et grâce à cette approche un petit peu de prototypage qu'on a pu mener, on a pu effectivement montrer, soit des directeurs généraux en local, soit des métiers, qu'on pouvait apporter beaucoup de choses. Premièrement, grâce effectivement à une gouvernance de données restructurée, normée, qui a travaillé effectivement sur de la convergence de définition, sur de la convergence d'usage, on a pu montrer effectivement qu'on pouvait faire des économies sur des actifs pondérés. Alors, les actifs pondérés, c'est bien parce que derrière, ça se traduit par moins de capital engagé pour du business. Et donc, effectivement, la capacité à faire un peu plus de business. On a pu également montrer qu'on pouvait traiter des sujets d'efficacité opérationnelle, avec effectivement la manière de réagencer la façon dont les contrôles en fait, étaient opérés au sein de nos organisations. Typiquement, on a eu un dogme assez fort qu'on a poussé, non sans mal, c'était de dire que chacun est responsable quelque part de la qualité de l'information qu'il va véhiculer pour des clients en interne, et on a réussi à réinverser quelque part, je dirais, ce flux de responsabilité, ce qui a fait que la plupart des clients qui utilisaient les données, je dirais, dans les processus en aval de l'information, effectivement, ont moins passé de temps à faire des contrôles, puisque ces contrôles étaient originés, je dirais, très très en amont de la chaîne. Et donc là, en termes d'efficacité, on s'aperçoit, en fonction des organisations, qu'on peut avoir des gains qui ne sont pas si, je dirais, inintéressants que ça. Enfin, on commence à travailler pour l'année prochaine sur voilà, qu'est-ce que c'est que du big data, qu'est-ce que c'est que des data lakes, qu'est-ce que c'est qu'effectivement des usages qui peuvent être croisés. Et là aussi, on se rend compte que le fait d'avoir cartographié les données, le fait de les avoir normées, d'avoir fait converger des définitions, où chacun effectivement pouvait mettre ce qu'il voulait derrière en utilisant la même sémantique, permet également voilà, d'avoir en tout cas des ambitions très intéressantes. On a effectivement quelques entités qui ont mis en place ce qu'on appelle chez nous la Cube Experience, qui permet effectivement pour des clients d'avoir des accords de principe en moins de 20 minutes sur effectivement de l'octroi de crédit. Et effectivement, le fait d'avoir encapsulé les données, d'avoir sécurisé les données, permet effectivement d'avoir beaucoup plus d'efficacité sur effectivement l'accord de principe de crédit, le recours aux signatures électroniques, etc., etc. Donc, ça commence à être un peu efficace. Le socle est là et on a beaucoup effectivement d'ambition et de croyances partagées pour l'année prochaine. Merci Hyacinthe. Alors, bon, effectivement, pour bien impliquer les métiers et ce qui est clé, bien entendu, dans le succès du data management, il est important de leur montrer les bénéfices, comme Hyacinthe Palantoni vient de brièvement l'illustrer. Alors, messieurs, je voudrais juste, avant qu'on poursuive l'échange, parce que le chiffre est dans votre dos, donc vous donner peut-être le premier résultat de notre question du sondage, hein, la question était: pensez-vous que votre organisation est aujourd'hui suffisamment avancée sur son socle data management? Nous avons donc 30% de oui et 70% de non. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, même si, comme on le disait en début de table ronde, on aborde peut-être un virage dans le data management vers un data management dit offensif, il reste sans doute dans un certain nombre de maisons, et qui sont nombreuses au vu de l'opinion représentée ici, du travail à faire sur, je dirais, le socle data management. Alors on va y rester encore 5 minutes sur ce socle, puisque fait partie du socle data management ce qu'on appelle le data linéage. Voilà, donc nous vous avons mis à l'attention du public, donc on a essayé de vous donner une définition du data lineage, hein, la traçabilité et l'analyse de la circulation et de la transformation des données dans les processus métiers, ainsi que les systèmes d'information et infrastructures. Donc résumé dans une phrase en français, ce qu'est le data linéage. Et donc évidemment, la mise en place d'un data linéage est un sujet qui fait partie, bien entendu, du déploiement du socle data management chez nos clients. Alors c'est débattu. Parce que ça coûte très cher, notamment donc, nous avons un observatoire des outils data linéage au sein d'Investance, dans le cadre du Data Lab. Certains éditeurs ont des factures assez élevées, bien sûr c'est très beau, ça marche très bien. Faut-il systématiquement le faire? Les avis sont assez variés sur ce sujet. Et donc c'est pour ça qu'on a posé une question, même de façon peut-être un petit peu, je dirais, directe. Le data lineage est-il indispensable? J'ai été assez étonné par ce que m'avait répondu à ce sujet Monsieur Lesage. Donc je vais vous laisser lui donner son avis là-dessus. Je vais dire non,
Je vais peut-être expliquer pourquoi non. Alors Amundi investit depuis longtemps dans ces systèmes d'information. On considère que c'est vraiment un axe de différenciation majeur. Et donc on a développé notre propre plateforme au fur et à mesure de la croissance d'Amundi. Elle existe à l'époque où Amundi faisait 300 milliards et c'est toujours la même qui fait 1,4 trilliard. Et une des idées clés, c'est de simplifier cet outil et de faire en sorte qu'il se concentre au maximum avec le moins possible de systèmes externes, de systèmes divers dans lesquels on passe de l'un à l'autre, qu'on fait des interfaces avec des gestions individualisées. Et ça garantit d'avoir une lecture de l'information, une responsabilité de l'information qui est parfaitement maîtrisée dans l'entreprise. Alors quand on dit data linéage, savoir qui est en charge de la donnée, qui la modifie, qui l'améliore, je dis oui. En revanche, mettre en place des outils pour mieux gérer la complexité de bases indépendantes, pour savoir où ça a été transformé, à quel endroit, qui l'a promené et à quel moment, je préfère, et nous préférons chez Amundi, investir pour simplifier les systèmes. Et par exemple, il y a 2 ans, il y avait une base de données qui s'était créée, qui gérait de la donnée, je l'ai fermée, je l'ai arrêtée et j'ai remis dans le socle interne. Ça réduit la nécessité d'avoir des outils qui sont peut-être indispensables, mais pas chez nous, qui permettent d'organiser cette complexité. Je préfère simplifier qu'organiser la complexité. Merci, Monsieur Lesage. Alors, je vais me tourner maintenant vers quelqu'un d'autre qui, lui, a beaucoup travaillé sur la mise en place d'un outil. Donc, vous voyez, les visions sont différentes, dépendent bien entendu du métier que fait chacun, de la culture d'entreprise. Bon, Amundi est effectivement une très belle maison qui depuis de très très longues années, c'est dans ses gènes, développe beaucoup en interne ces outils. Hein, voilà, c'est une des caractéristiques de cette maison. Et apparemment, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas successful. Donc voilà. Et en revanche, Hyacinthe, je le sais, a beaucoup travaillé sur un outil de data linéage au cours de ces dernières années. Alors, j'ai la chance d'être dans un grand groupe. Voilà. Donc effectivement, il y a des directives qui ont été données avec la nécessité d'utiliser un outil de data lineage. Très sincèrement, au début, j'étais plutôt dubitatif. C'était plutôt une contrainte pour cocher un des principes BCE 139, notamment qui permettait la traçabilité. Donc on s'est plié à l'exercice. Donc nous avons contribué à l'achat de la licence de cet outil. On a commencé effectivement à cartographier les données critiques d'un point de vue reporting pour le groupe BNP Paribas. Et c'était vraiment très éprouvant comme exercice. Donc on a dépensé des milliers de jours hommes pour mettre à jour cet outil-là. Et franchement, dès qu'on avait fini l'exercice, on avait une certitude, c'est que l'information qu'on avait chargée était obsolète. Et donc c'était très, je dirais, compliqué pour ensuite, en cas d'inspection d'audit, que ce soit en interne ou l'externe, effectivement, d'aller montrer que ces choses-là apportaient de la valeur, permettaient d'avoir une vision exacte et puis fraîche et actuelle des sujets. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance chez Personal Finance d'avoir plusieurs entités, donc on a pu effectivement mettre en place des petits prototypes ci et là, notamment au sud de l'Europe, où effectivement donc, les acteurs de l'organisation et de l'IT me disaient mais si je veux maintenir ce que tu me demandes, moi je ne sais pas le faire manuellement ou semi-automatiquement. Et quelque part, on a un outil qui est, en tout cas d'un point de vue catalogue, est assez prometteur et il faut effectivement mettre du lignage un peu plus automatisé. Bon, j'ai dit on va mettre un petit jeton sur la table, j'y crois pas trop. Et puis en septembre, 9 mois après, j'ai été bluffé parce que ça fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, ça permet notamment, en impliquant des sujets de filtrage je dirais, convenables, de répondre à plusieurs thématiques, d'un point de vue technique, mais également fonctionnel. Et donc fonctionnel, on coche la case avec le régulateur, qui, de nouveau dans nos murs, pour effectivement auditer la traçabilité de certaines données clés. Mais également, ça permet de faciliter la vie des gens au quotidien, notamment au niveau de l'informatique. Grâce au lignage technique, on a pu effectivement montrer que la croyance, la connaissance que les gens pensaient avoir sur certains legacy systems qui sont très 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 vieux. Donc on a fêté les 20 ans de notre usine métier sur le crédit chez Personal Finance il y a un mois de ça. Et ben, des fois, c'était pas tout à fait ce qu'on pensait. Et grâce au lignage technique, on a été en mesure de réaligner quelque part la connaissance des gens qui étaient concernés sur ces sujets-là. On a également des nouveaux systèmes que nous mettons voilà, pour répondre à certaines problématiques métiers ou d'ailleurs réglementaires. Et là-dessus, je dirais, par construction, by design, on essaie d'appliquer tous les principes de data management en effectivement en insérant tout de suite ces sujets de data lineage. Et là-dessus, ça nous permet tout de suite d'avoir une bibliothèque de connaissances de nos systèmes d'information qui est assez efficace. On est également une société qui avons recours à du rachat, à
soit de société ou de portefeuille, avec beaucoup de projets de migration informatique. Et là aussi, ce qu'on a pu mettre en place est très prometteur, notamment pour faciliter ces futures, je dirais, opérations qui vont nous permettre effectivement d'accélérer ces sujets-là, et puis d'être plus simplement et plus facilement en convergence avec effectivement ce qu'on a pu mettre en place. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut terminer sur le linéage, Philippe? Oui, juste rapidement. Donc nous avons commencé tous nos chantiers de data lineage sur effectivement des périmètres prioritaires de données il y a un peu plus d'1 an. Et je suis encore, moi, dans ma phase de doute qu'évoquait Hyacinthe. Parce que maintenant, quand on se projette comment faire vivre tout ce dispositif, soit effectivement il faut aller vers un lineage technique, mais qui est coûteux, qui a un investissement vraiment assez conséquent. Ou alors, si on se limite d'un lineage fonctionnel, effectivement, on voit que ça va être quelque chose de très difficile à maintenir dans le temps. Donc aujourd'hui, moi je suis plutôt dans une phase d'échange avec un certain nombre de partenaires en interne pour regarder comment répondre à cette question du lineage, mais en ancrant ça dans des processus opérationnels quotidiens, que ce soit au niveau des métiers ou de l'informatique, pour qu'il y ait cette prise de conscience sur comment la donnée se diffuse et qu'on puisse s'appuyer sur de la documentation existante ou peut-être à renforcer au sein d'un certain nombre de processus sans avoir effectivement à passer une phase de déploiement intensif du lineage technique qui est extrêmement coûteux, complexe et long à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Voilà, donc sur le linéage, vous voyez qu'il y a des avis différents, des états d'évolution de la réflexion de chacun un petit peu différents. Bon, en tout cas, le fil rouge que je retiens, c'est que c'est sans doute un investissement, mais qu'il faut regarder avec essayer de regarder avec beaucoup de lucidité. Et on a eu une phase où un certain nombre de maisons ont foncé. Et puis là, maintenant, il y a peut-être je dirais, des prises de recul qui sont en train de s'opérer par rapport à ce sujet du data linéage. Voilà, on va aborder maintenant le deuxième temps de notre table ronde sur le data management offensif. Donc on a parlé du socle, des travaux qui ont démarré au cours de ces dernières années, un petit bilan sur là où ils en étaient, et puis bien entendu des nouvelles demandes qui sont faites vis-à-vis du data management. Ça a été évoqué déjà d'ailleurs par quelques-uns de nos intervenants dans les propos précédents. Je vais demander peut-être à chacun d'illustrer quelques exemples d'innovation dans son entreprise basée sur la donnée. Monsieur Blancpain. Voilà, alors peut-être deux exemples. Nous sommes une banque, à l'origine, banque de détail, donc un développement qui est en train d'être déployé au niveau d'Arkea, c'est concernant le surendettement. Je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation à la fois de l'intelligence artificielle et machine learning. Donc les équipes du Data Lab chez nous, puisque l'investissement il se fait beaucoup là-dessus. Donc on travaillait sur entre guillemets, pour simplifier, un score sur la partie surendettement, justement en essayant d'avoir le maximum d'informations et en fait de détecter les signes et de pouvoir accompagner un client avant qu'il soit dans cette phase de surendettement. Alors, ça fait le lien et l'écho aussi avec la petite musique qu'on entend sur les frais bancaires, etc. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on avait, à la demande de nos sociétaires, travaillé. Et donc, ça, c'est une première concrétisation qui va se déployer tout début 2019. Les tests ont été faits et ça fonctionne très, très bien en prédictif, mais justement avec l'utilisation des nouveaux outils. Deuxième exemple, je le disais tout à l'heure, les commerciaux trouvent que récupérer de l'information, c'est des tâches sans valeur ajoutée, commerciale. Bon, on peut partager ça, j'ai mon opinion dessus, et ceux qui me connaissent savent que je ne le partage pas. Par contre, c'est vrai que la réglementation nous demande beaucoup d'activités de conservation, mettre les données, les bilans, les cabis, etc., de nos clients. Et en fait, tous les établissements bancaires font la même chose. Alors, en termes de valeur ajoutée, quand on multiplie par le nombre d'établissements, ça fait beaucoup d'activités, entre guillemets, de collecte d'informations. Mais quand on regarde du côté du client aussi, un client qui, je vais dire, entreprise, peut-être ETI, a un pool bancaire de 6, 8, 10 entreprises, à chaque fois, il voit arriver son chargé de relations qui va lui demander exactement la même chose 10 fois.
Et donc, on a de très bonnes relations avec un certain nombre de nos confrères et on s'est posé la question, au début c'était Arkea et BPI, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de collecter pour compte commun l'information en disant au client, ben, vous le mettez à disposition au niveau d'un outil ou d'une structure, et puis charge aux banques d'aller récupérer cette information. Donc on simplifie un peu la vie du client, on simplifie la vie, on l'espère, des banquiers, et puis on satisfait aux obligations réglementaires. Donc c'est un projet qu'on a lancé il y a un peu moins d'un an avec BPI. On a Société Générale et BBCE qui se joignent à nous, donc on est en train de travailler justement pour la constitution de cet outil. Et donc, voilà un deuxième exemple en cours, on va dire, plutôt de place. Et puis peut-être pour élargir, si on sort de la France, Deutsche Bank a développé une API pour proposer la majorité, la certification de la majorité pour toutes les activités bancaires, enfin pas que bancaires, hein, pour toutes les activités par Internet qui nécessitent d'être certain que la personne qui se connecte est majeure, et donc a développé une API. Et donc là aussi, c'est d'autres utilisations qui peuvent être faites à partir de la base de données par une banque qui a une certaine légitimité sur la connaissance client. Merci, Monsieur Blampin. Philippe ? Donc, oui, sur mon périmètre, on a, je dirais, on a un peu 3 cercles d'innovation autour de la data. Le premier, ça a été vraiment un peu le big data pour le data management. Les premiers utilisateurs qui ont commencé à s'intéresser à ces sujets un peu innovants ont été vraiment les personnes, notamment sur des sujets de mise en qualité des données. Donc avec à la fois des actions en interne en utilisant du machine learning pour, plutôt qu'être sur des règles de gestion, de contrôle fermées, une liste fermée, de pouvoir utiliser des techniques statistiques qui nous ont permis d'améliorer notre dispositif de contrôle qualité des données. Et puis également avec des partenariats à l'extérieur, donc notamment sur le périmètre KYC, pour regarder comment améliorer la certification des données en participant à différentes initiatives de place pour regarder comment échanger des informations sur ce sujet au sein d'un pool bancaire. Le deuxième cercle, je dirais, c'est sur ce premier cercle, c'était plutôt pilote à partir de 2017 et on a les premières phases d'industrialisation à partir de 2018. Sur le deuxième cercle, c'est plutôt là depuis le début de l'année, on voit qu'il y a un autre type d'initiative que j'appelle moi l'employé augmenté. Donc c'est-à-dire, y compris dans les fonctions commerciales, c'est comment faciliter le travail des commerciaux en ayant une meilleure connaissance notamment de leur portefeuille client. Donc avec des initiatives pour limiter l'attrition du portefeuille client sur certaines lignes métiers. Et également pour faciliter le croisement d'informations commerciales entre différentes lignes métiers qui ne parlaient pas entre elles ou qui avaient des difficultés en interne en termes de partage d'informations. Et donc avec comme objectif d'améliorer le cross-selling. Donc là avec un certain nombre d'initiatives qui arrivent en production très bientôt. Et le troisième cercle, qui est seulement encore en phase un peu exploratoire, je dirais, c'est le service augmenté. Donc c'est comment créer de nouveaux services donc pour améliorer la stickiness du client ou même pour éventuellement se poser la question de créer des nouveaux services, un peu à l'instar de ce que Amundi présentait tout à l'heure, donc en termes de vente de données peut-être ou de services ajoutés autour de données qu'on n'exploite pas suffisamment aujourd'hui. Et donc là, on est vraiment en train d'accompagner certains de nos métiers dans cette réflexion. Merci Philippe. Monsieur Lesage. Deux nouveaux usages ou innovations. Première, c'est vers l'externe, vers le business. Effectivement, avec la création d'Amundi Services, on voit qu'il y a une vraie demande d'institutionnels ou d'autres asset managers d'acheter ou d'acquérir les compétences qu'on a autour de l'amélioration de la qualité de données. Et c'est vrai notamment avec l'évolution vers l'ESG, vers l'investissement responsable, des nouveaux types de rating, des nouveaux types de données qui sont recherchés et qu'on peut fournir. Donc ça, c'est un premier axe de développement. Je voudrais revenir sur une innovation interne. Je disais qu'on a une structure centrale qui gère les données. On s'aperçoit que dans le processus d'amélioration de la qualité, c'est assez peu performant. C'est-à-dire qui va contrôler la donnée? On va trouver quelqu'un au risque, on va trouver un gérant de portefeuille, on va trouver un homme au middle office. Plusieurs personnes vont voir qu'une donnée est fausse, rechercher, analyser la cause, écrire et envoyer des mails et tout ce qu'on peut imaginer aux équipes de référentiel à plusieurs personnes. Et puis on a un circuit du coup qui est très lent et peu performant. Et donc on a mis en place
depuis plusieurs mois, et on est en train d'enrichir un outil qui mélange du collaboratif, c'est-à-dire le premier qui découvre qu'une donnée doit être améliorée, le poste en fait sur le réseau, et les autres personnes voient tout de suite qu'ils n'ont pas besoin d'aller analyser puisque c'est déjà su. Et la correction est faite par les équipes centrales. Et comme tout ça est fait dans le même outil, il y a du machine learning qui est mis en place de façon à ce que si dans 2 jours, dans 3 jours, le même type de problème qualité est trouvé, ben, il sera résolu par un processus de machine learning qui a fonctionné sur le premier cas. Et donc ça, c'est une innovation. On commence à voir les premiers résultats en termes à la fois de productivité et de qualité pour les clients et pour les gérants de portefeuille, qui est extrêmement impressionnante. Merci, Monsieur Le Sage. Donc, on va terminer donc, par BNP Paribas Personal Finance sur quelques illustrations d'innovation à partir des données. Alors, ce n'est pas forcément les données qui amènent l'innovation, c'est qu'effectivement les idées sont là et effectivement qui utilisent les données. Voilà, la gestion de données devient une problématique de plus en plus centrale. On a une volonté effectivement de devenir une banque digitale, ou en tout cas des services financiers digitaux. Et donc effectivement le fait de recourir à des livrables, des bibliothèques qui ont été produits dans le cadre de la gouvernance de données, effectivement, va servir les gens, va permettre d'économiser beaucoup de temps dans des phases de conception et de développement au niveau, effectivement, de ces sujets-là. On a également des logiques de contribution à tout ce qui est modélisation et tout ce qui est scoring, où effectivement, le fait d'avoir des données qui sont labellisées, qui sont mieux cartographiées, qui sont plus intègres, plus complètes, plus fraîches, etc., va nous permettre effectivement d'avoir des scores plus performants, notamment au niveau de la gestion des clients fragiles ou encore de sujets de lutte contre la fraude. On a également des sujets d'innovation sur la lutte contre la fraude, avec, alors pas forcément en France, hein, mais plutôt dans des pays, ce soit en Amérique latine notamment, des sujets effectivement de reconnaissance, je dirais, biométrique. Et là aussi, ça fait recours à beaucoup d'informations qui sont stockées. Et d'ailleurs, grâce effectivement à ces principes-là, on est en train de développer avec notre IT un modèle de données commun, universel pour effectivement l'entreprise, que l'on veut effectivement déployer à travers différents data hubs, qu'ils soient par pays ou par région, en fonction des configurations, et qui vont permettre effectivement de faciliter l'accès aux données, de garantir quelque part la fiabilité des sources d'informations, et effectivement éviter d'avoir des réplications infernales comme on a pu le connaître jusqu'à présent. Bien, merci en tout cas, messieurs. Je pense qu'il était important que chacun illustre, je dirais, le lien entre la data et l'innovation par quelques exemples précis dans son entreprise. Donc ça valait sans doute le coup qu'on passe un petit peu de temps à ce que chacun apporte son témoignage sur cette question particulière. Alors je vois que le temps coule beaucoup. Je ne sais pas si nous aurons la possibilité de traiter complètement les deux questions. Et donc peut-être, plutôt que de traiter les deux questions, bon, vous donnez la parole pour éventuellement des personnes qui, dans l'assistance, auraient pendant 5 minutes des questions à poser à nos invités. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas qui fait passer le micro. Frédéric ? Bonjour, Abdelatif El Ghazouani, donc Carmignac Gestion. J'avais juste une question sur le côté cost cutting. Comment vous gérez cette partie-là? Je pense surtout à Amundi, qui est assez gros, et notamment vous mettez en place plein de données, et si derrière on doit supprimer une donnée, comment vous gérez cette partie-là en fait? Alors il y a plusieurs éléments sur la gestion des coûts. Effectivement, c'est un élément clé pour les années qui viennent, c'est la réduction des coûts. Alors sur les coûts internes, on les gère en faisant maximum une centralisation de ces équipes de gestion. Ce projet d'innovation que je vous indiquais qui permet d'améliorer et de réduire un peu tous ces coûts cachés de personnes qui contribuent à l'amélioration des coûts, ça c'est un premier axe de développement. Le deuxième, il est majeur dans nos métiers, c'est vrai dans l'asset management, c'est dans la banque d'investissement, c'est les données de marché. Alors là, c'est un travail, j'allais dire, de longue haleine sur les données de marché, parce qu'on est face à des acteurs qui sont en situation globalement d'oligopole, qui sont des négociateurs extrêmement agressifs. Et donc, il y a un travail permanent de rechercher quelle est la valeur ajoutée de chaque donnée.
est-ce que vraiment j'ai besoin de ce rating? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller chercher chez tel ou tel une donnée? Est-ce qu'elle est nécessaire pour la valorisation? Donc ça, on le mène en permanence. Et donc, on revoit tous les contrats. La deuxième chose, c'est la donnée au sens plus un peu la donnée de recherche. Là, c'est trouver qui est réellement le sponsor, celui qui est le consommateur. Parce que les pauvres équipes de référentiels ne sont pas capables de dire est-ce que vraiment j'ai besoin de ce contrat de recherche ou pas. Et la réponse évidemment classique, c'est ah oui, c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est machin qui m'a dit que, et puis c'est lui aussi qui en a besoin. Donc non, c'est trouver le vrai responsable et qu'il soit pollueur-payeur. Hein. S'il veut, il paye. Et puis après, il justifie, et puis il explique pourquoi ça crée du business ou pourquoi tel client a absolument besoin. Et puis le troisième, c'est de la négociation avec ses fournisseurs. Il faut mener la négociation en permanence pour réduire les coûts. Alors l'expérience, on l'a vu là dans le cadre de la fusion qu'on a menée avec Pioneer, on a pu obtenir des réelles réductions de coûts. Je pense que l'étape suivante, ce sera une alliance, pour aller plus loin, ce sera une alliance entre nos différentes maisons, pour être plus fort vis-à-vis de ses fournisseurs, ou pour nous-mêmes aller commencer à utiliser les données dont on dispose, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on a de l'or dans nos entreprises. C'est vrai chez nous, c'est vrai aussi dans la banque de détail. Et aller se mettre un petit peu à la place de ces sociétés qui ont capté une grosse partie de la valeur ajoutée, parce qu'elles ont fourni des services de qualité, parce qu'elles ont réussi à consolider un certain nombre de petits acteurs pour se créer des oligopoles. Il faut qu'on regarde comment nous-mêmes pouvons créer de la valeur avec la donnée. Merci, Monsieur Lesage. Donc, on a vu avec Monsieur Blampin une initiative de place sur la donnée client. Voilà. Et puis, une autre initiative potentiellement de place sur le market data, bon, qui est effectivement un vrai sujet pour les asset managers et les banques d'investissement. Y a-t-il une dernière question? Bien. Donc, on va conclure notre table ronde en donnant la parole donc, à nos directeurs généraux, donc Bertrand Blampin et Guillaume Lesage, sur comment ils voient 2019 sur la data dans leur entreprise et qu'est-ce qu'ils ont à dire à leur Chief Data Officer. Alors, beaucoup. Alors, quelles priorités, justement, on arbitre les priorités. Arkea, comme toute banque, à l'origine banque de détail, est en train d'essayer de réinventer le modèle de la banque de détail. Donc, effectivement, on regarde quelle peut être, je vais dire, l'offre de services que l'on peut mettre à disposition de nos clients. Et aussi, chez nous, vraiment dans un open banking quand même assez marqué et qui va s'intensifier beaucoup. Donc, les priorités, ça va être de développer quand même de plus en plus les API. Faire en sorte qu'on puisse implémenter ou mettre à disposition de nos clients beaucoup de services. Alors, il y a ma succession qui est ici, et donc on est sur un pilote dans le sud-ouest avec eux, mais c'est faire en sorte que, je vais dire, nos clients bénéficient de notre écosystème, de notre environnement, de façon relativement importante. Et donc, c'est comment on échange ces données, comment on met à disposition les données que nous avons, et nous avons une mine d'or, au travers de partenaires que nous choisissons dans l'intérêt de nos clients. Donc ça, c'est un exemple sur la banque de détail. Sur la banque, on va dire plutôt des entreprises au sens large et pas forcément que sur le pôle entreprise institutionnelle. C'est commencer vraiment, et là on lance, on est dans la phase de définition des besoins, justement d'arriver justement sur l'entreprise à être beaucoup plus proactive vis-à-vis de notre client. Sur des clients, on va dire, de taille peut-être plus petite, d'être sur la proposition de lignes qui répondent très fortement à leurs besoins. Donc là, on est en train de lancer, je vais dire, ce chantier, plutôt pour, je vais dire, une mise en application 2020. Et là, c'est pour l'ensemble du groupe, que ce soit sur la banque de détail, mais aussi sur la banque des entreprises et des institutionnels. Merci, Monsieur Blampin. Guillaume Lesage. Alors, 3 priorités, mais je pense que j'en ai parlé dans mes différentes interventions. La première, c'est de faire vraiment de la donnée un actif, et un actif qu'on peut valoriser pour nos clients. Alors, nos clients institutionnels, nos clients distributeurs, et dans le cadre d'Amundi Services. La donnée, ça a d'abord été vu comme un élément réglementaire. Il faut que ce soit de plus en plus quelque chose de business
en complément du réglementaire. Le deuxième, ça répondait à la question, monsieur, c'est la baisse des coûts. Il faut faire en sorte que la gestion de la donnée soit la moins coûteuse possible. Et puis le troisième, c'est l'innovation pour qu'il y ait plus de transversalité. Ça a été quand même beaucoup, la gestion de la donnée, un métier de spécialiste. Et il est indispensable que ce soit maintenant le plus partagé possible entre les différents métiers, que tout le monde contribue. Je vois qu'on a ces temps-ci des questions qui se posent sur le service rendu à nos grands clients institutionnels. Et vous savez, il y a 10 ans, on aurait dit « Ah, c'est un problème informatique ». Et là, maintenant, on me dit à chaque fois « Non, c'est un problème de référentiel ». C'est-à-dire qu'en fait, la donnée commence à être un élément clé dans le service qui est rendu à l'ensemble de nos clients. Et il faut désiloter, innover pour désiloter et plus transversaliser. Bien, merci beaucoup. Donc, nous remercions beaucoup d'abord Bertrand Blancpain et Guillaume Lesage de nous avoir montré donc, effectivement les directions générales s'appuient sur le data management. Je note aussi un point fort qui est que la donnée incite les acteurs de la finance à mutualiser leurs efforts dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est effectivement sous l'impulsion, je dirais, de l'évolution à la fois de ce qu'offrent les technologies, mais aussi des enjeux que représente la donnée pour l'industrie. Donc merci beaucoup, Monsieur Blancpain et Monsieur Lesage d'être venus. Et je remercie également, bien sûr, Philippe et Hyacinthe de leur avoir répondu avec toutes leurs compétences. Merci, messieurs.